aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Anne Descaries, qui est neuropsychologue et qui travaille en gérontopsychiatrie en clinique de mémoire depuis une vingtaine d'années. Je voyais qu'elle était aussi superviseur à l'UQAM et qui va nous présenter aujourd'hui une présentation pour mieux dépister les troubles cognitifs sur les différents outils, entre autres. On est très chanceux de la recevoir. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, d'emblée, je veux tout de suite vous dire que la présentation que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai aucun mérite à vous la transmettre, dans le sens que c'est pas moi qui l'ai développée, c'est l'association québécoise des neuropsychologues, pour qui l'importance de bien dépister les troubles cognitifs est un facteur très, très, très important. Et il y a eu un sous-comité qui a été créé à cet effet-là et qui a mis en place des lignes conductrices et une formation justement qu'on demande on demande à différents neuropsychologues de la diffuser, cette formation-là, parce que vous êtes sûrement pas sans savoir que, de plus en plus de gens utilisent des tests de dépistage cognitif, mais on n'est pas nécessairement bien formé. Parfois, on a des mauvais plis, on les interprète un peu trop. Alors, l'idée, c'était un petit peu de rétablir des règles de bonne pratique dans différents milieux cliniques. Et puis, avec la population qui nous intéresse, nous, particulièrement, je dis nous, là, en gérontopsychiatrie, en clinique mémoire, mais avec les personnes âgées aussi. Alors, ça me fait plaisir de vous la transmettre parce que moi, je la trouve très, très bien faite, la présentation. Vous allez voir que les diapos, mon niveau technique me permettrait jamais d'établir des belles diapos comme ça. Alors, vous allez voir qu'elle est vraiment belle aussi à suivre. Et puis, j'espère que vous allez apprécier. Donc, comme je vous disais, il y a de plus en plus de gens qui sont appelés à administrer des tests de dépistage cognitif. Puis il faut savoir aussi que la demande pour ces tests-là est de plus en plus grande parce que la population vieillissante, parce qu'on s'entend que le dépistage n'est pas uniquement utilisé dans des contextes de vieillissement, mais surtout parce que il faut pas oublier qu'au départ, les outils de dépistage ont quand même été développés pour détecter la présence de troubles neurocognitifs, donc de maladies neurodégénératives, la plupart du temps associées effectivement au vieillissement. La population âgée étant de plus en plus éduquée, remarque et est de plus en plus à l'affût aussi de pertes cognitives et veut obtenir un éclairage là, sur sa santé cognitive, d'où l'augmentation de la demande et les gens sont un petit peu, on a la déferlante, là, alors les gens sont un petit peu pris là-dedans et puis qui fait quoi, à quel moment, et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de bien comprendre avec la présentation d'aujourd'hui. Il faut aussi considérer que les ressources sont limitées parce que, la demande augmente. On aimerait bien faire des évaluations complète à plus de personnes possible, mais c'est pas toujours pertinent, c'est pas toujours possible parce que, qui peut faire l'évaluation complète du fonctionnement cognitif? Ce sont les neuropsychologues et puis, vous savez tous que les ressources à cet égard-là, elles sont plutôt limitées. Par contre, le dépistage, c'est permis de le faire pas mal dans toutes les sphères de pratique, toutes les professions. Donc, le besoin est là, la pertinence est là aussi parce qu'on n'a pas nécessairement, comme je vous disais précédemment, besoin de faire des évaluations pour tout le monde au plan neurocognitif, de les faire complètes. Parfois, on a assez avec le dépistage, avec une bonne histoire médicale, avec l'apport des proches et le médecin se sent à l'aise de poser son diagnostic. Puis, on va voir justement en cours de présentation quand est-ce que la pertinence de demander une évaluation complète serait bienvenue. Alors, on y va. Alors, l'objectif principal du comité qui a élaboré la présentation d'aujourd'hui, c'est quand même d'utiliser de façon valide les outils de dépistage. Parce que qui dit utilisation généralisée d'un outil peut dire erreur aussi au plan de l'administration. Ça peut sembler facile d'administrer un test de dépistage. On pose des questions, on attend les réponses. Mais si vous en avez passé, puis je suis certaine que tout le monde à qui je m'adresse en a passé au moins une fois dans sa pratique, il arrive toujours des situations où on ne sait pas trop quoi faire. Puis si on fait des petites erreurs, ça va venir affecter la validité de la psychométrie même de l'outil qu'on est en train d'utiliser.
Il faut savoir qu'un outil peut nous paraître valide, puis de comprendre l'importance de la validité. Je vais donner un exemple qui a l'air un peu simple, mais par exemple, pourquoi quand j'utilise une balance, ben une balance, elle est très, très valide pour mesurer le poids de la personne que j'ai devant moi. Par contre, si mon objectif, c'est de déterminer si la personne devant moi, elle est obèse, ben là, c'est plus juste le poids qui est important, c'est de regarder sa taille, de regarder est-ce que je la prends à quelle heure du jour. Alors, toutes les conditions aussi qui sont associées. Donc, il faut vraiment utiliser notre outil en regard de notre objectif aussi et de se limiter à ça et de ne pas en tirer une conclusion qui serait trop large. Alors, la présentation d'aujourd'hui est divisée en 4 sections. On va définir ce que c'est le dépistage, on va essayer de déterminer quand est-ce que c'est pertinent, le mode d'emploi, le comment, le pourquoi, le quand, les principaux pièges qui sont associés au dépistage et puis une petite note finale sur avenir et perspective parce qu'en ce moment, il y a quand même d'autres outils. On va parler, vous allez voir en cours de route surtout du Mini-Mental et du MoCA qui sont quand même les outils les plus utilisés, mais il y a d'autres aussi outils qui sont en cours de développement ou même qui existent, puis on en parlera un tout petit peu. Alors, si on y va au plan de la définition de ce que c'est de faire du dépistage. Là, je ramène les gens à il y a déjà plusieurs années, hein, parce que c'est déjà en 2012, il y a eu un projet de loi qui est quand même venu départager différents actes. Hein, ça c'est venu modifier un petit peu notre code des professions, puis de savoir qui avait le droit de faire quoi, parce qu'on voyait qu'il y avait peut-être un petit peu trop de chevauchement. Puis le chevauchement, c'est pas nécessairement une mauvaise chose dans nos pratiques, mais il faut savoir qu'à un moment donné, ça prend un certain cadre aussi, puis ça prend certaines limites. Et le projet de loi 21 est venu justement départager différents concepts. Alors, si on se ramène à la définition, qu'est-ce que c'est le dépistage? Hein? Puis il faut se souvenir, quand on utilise, que ce soit un MoCA ou un Mini-Mental, on est vraiment dans la sphère du dépistage. C'est essentiellement de déterminer qui a probablement des problèmes cognitifs et qui n'en a probablement pas. C'est tout. C'est pas de conclure à un diagnostic précis, c'est vraiment d'arriver à déterminer quand est-ce que je lève un petit drapeau rouge puis que je pense que j'ai raison de m'inquiéter, puis quand est-ce que, au contraire, on n'a pas besoin de s'inquiéter plus. Et à cet effet-là, quand est-ce que si j'ai un petit drapeau rouge qui a été soulevé, bien, quand est-ce que j'ai peut-être besoin d'une investigation complémentaire si le résultat, effectivement, s'avérait positif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dépistage peut s'inscrire dans une démarche qui est plus complexe et qui serait comme la première étape. Hein, si on donne un exemple, une infirmière, une travailleuse sociale, une ergothérapeute s'en va à domicile chez quelqu'un et va détecter que cette personne-là a peut-être des difficultés au plan cognitif, en tout cas va émettre l'hypothèse que cette personne-là a peut-être des problèmes cognitifs parce qu'elle va voir dans l'environnement qu'il y a des changements, que le milieu est peut-être pas aussi salubre qu'il l'était auparavant, que la personne ne prend pas ses médicaments. Alors, à cet égard-là, quand la personne est sur place ou quand d'autres personnes lui ont rapporté ces faits-là par rapport à son patient, elle peut décider d'aller dépister, hein, d'administrer un test de dépistage. Ensuite, la ligne de pratique, c'est qu'une fois que l'infirmière fait ça, elle retourne dans son milieu clinique, en fait part au médecin et c'est le médecin qui va déterminer si, avec l'information qu'il a sur son patient, avec le résultat du dépistage, est-ce qu'on s'en va plus loin? Et là, aller plus loin, ça veut dire est-ce qu'on s'en va à une étape qu'on appelle l'étape d'évaluer? Hein? Alors, on a dépisté et là, on pourrait évaluer. Puis là, quand on est dans le registre de l'évaluation, on va voir que ça s'adresse
que le champ de pratique est plus restreint. Puis quand on parle d'évaluation cognitive, ben là, c'est plus tout le monde qui a le droit de faire une évaluation cognitive parce qu'une évaluation, ça implique nécessairement de porter un jugement clinique sur la situation d'une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et surtout selon ses champs de compétences aussi. Alors, il faut faire attention à ça et c'est là que ça devient un petit peu plus restrictif au plan de l'évaluation. Puis quand on est dans la sphère cognitive, parce que l'évaluation neuropsychologique et une évaluation cognitive, c'est pas mal des synonymes, ben, il faut savoir que seuls les médecins ou les neuropsychologues ont le droit d'utiliser des tests pour passer à l'étape de l'évaluation. Alors, il y a un petit tableau ici qui est quand même intéressant, juste pour résumer un peu puis mettre les choses en perspective. Alors, ce qu'on peut voir dans ce tableau-là, on regarde en haut, on a les différentes professions, en tout cas les principales que l'on retrouve habituellement dans nos cliniques. Et ce que l'on voit, c'est que le dépistage des troubles cognitifs n'est pas restreint à aucun. Tout le monde a le droit de faire du dépistage. Ensuite, on voit que là, il y a des actes qui sont réservés selon les champs de compétences. Et comme je disais tout à l'heure, quand on arrive dans les évaluations, ben, la neuropsychologue ou les neuropsychologues et les médecins auront le droit de passer à l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Par contre, si on parle d'évaluation fonctionnelle, ben là, ça sera dans le champ des ergothérapeutes, l'évaluation psychosociale sera plutôt dans le champ du travailleur social. Alors, tout ça pour illustrer que les évaluations sont vraiment régies selon les champs de compétences de la formation de chacun des professionnels qui est impliqué dans le dossier d'un patient. Quand est-ce que c'est pertinent, c'est certainement utile dans de nombreuses situations. Puis les principales situations où c'est important de passer à l'étape du dépistage d'un trouble cognitif à l'aide d'un outil standardisé, c'est quand justement on veut mettre en évidence des déficits qui sont pas nécessairement faciles à observer ou quand est-ce qu'on sait qu'une personne, c'est normal à 85 ans d'avoir telle difficulté. De juste l'observer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a raison de s'inquiéter ou pas. Et l'avantage d'avoir un outil standardisé, c'est qu'il existe des normes. Et avec ces normes-là, ben, on peut venir statuer de façon un petit peu plus formelle quand est-ce qu'on a effectivement raison de s'inquiéter, puis quand est-ce que on n'a pas raison de s'inquiéter. Alors déjà là, l'outil standardisé permet peut-être de sortir de notre biais cognitif parce qu'on est tous un petit peu biaisés et dès qu'on observe des difficultés dans le quotidien d'une personne, ben, on pourrait penser que c'est parce que cette personne-là développe des problèmes cognitifs. Puis là, on verra qu'il y a plein de situations où même nos normes sont plus ou moins bonnes. Puis vous allez voir qu'il y a des erreurs de mesure et tout, mais il faut garder en tête que quand même d'avoir un outil standardisé, ça permet de nous soustraire à nos biais personnels à nous, à nos inquiétudes à nous par rapport à nos patients, puis d'aller dire, bon, ben, au plan purement cognitif, oui, je m'inquiète, on continue, ou je ne m'inquiète pas, puis je rassure la personne en conséquence. Ensuite, à quoi ça sert de faire du dépistage? Ben justement, comme je vous disais, ça peut nous aider à orienter vers une investigation plus poussée. Parfois, on peut s'arrêter juste à l'étape du dépistage. Tout dépendra de la personne chez qui on a effectué ce dépistage-là. Mais sachez que quand on est dans un mode de présentation assez typique d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, bien souvent, on n'a pas besoin d'aller plus loin que le dépistage si on a la part des proches qui a observé certains changements dans le comportement, dans les capacités de la personne. On a justement l'infirmière ou un professionnel de la santé qui est allé faire une visite à domicile, qui a remarqué certaines choses, qui a établi un outil de dépistage et il y a eu un échec à l'outil de dépistage. On retourne voir le médecin a assez d'informations pour statuer déjà, puis parfois pas assez, puis il va demander de pousser plus loin l'investigation. Ça peut venir aussi orienter la conduite à tenir dans certains cas. Le dépistage peut être intéressant
quand on regarde le dossier médical d'un patient, on voit qu'il souffre de certaines conditions médicales qui pourraient effectivement avoir un impact sur le fonctionnement cognitif. Puis là, ben, juste d'aller faire un petit test de dépistage peut aider déjà à déterminer si oui, effectivement, parce que monsieur, je dis n'importe quoi, mais monsieur souffre d'apnée, de maladies pulmonaires, de trucs comme ça, où on sait que parfois il peut avoir un impact sur le fonctionnement cognitif, ben, des fois, à l'aide d'un outil de dépistage, on va dire, ah, tiens, les petites difficultés qu'on a remarquées au quotidien, ben, c'est probablement dû à cette maladie-là. Puis avec notre outil de dépistage, on en a assez. Une autre chose aussi, parfois, le dépistage est suffisant. Je sais ici à l'hôpital du Sacré-Cœur où le mandat pour les traumatisés crâniens à cause des accidents de la route, c'est un mandat de l'hôpital du Sacré-Cœur. Il y a toute une équipe qui fait pas beaucoup plus que du dépistage parce que le mandat, c'est uniquement d'orienter la conduite à tenir par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on va envoyer le patient en réadaptation ou pas. Puis une fois qu'ils sont en réadaptation, bien là, il y aura une évaluation complète. Donc, selon les milieux, le dépistage peut être bien suffisant et va aider à déterminer la conduite à tenir. Ensuite, une autre chose, puis ça, quand vous le faites toutes, là, quand je parle aux psychiatres avec qui je travaille depuis longtemps, mesurer l'évolution, de comparer dans le temps, parce que souvent, on voit les patients pendant plusieurs années et on mesure, on est au début, on a peut-être déterminé qu'il y avait un trouble cognitif léger et là, on réadministre, oups, j'ai accroché ma souris par mégarde, on réadministre le MoCA ou le mini-mental, selon ce qui avait été fait la première fois, et on peut comparer l'administration, les résultats dans le temps. Et ça, on parlera aussi de comment comparer, puis combien de fois dans une année ou au cours d'hospitalisation, il est recommandé de passer nos outils, là, parce que parfois, on a tendance un petit peu à surutiliser nos outils. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Puis ensuite, un autre mandat, une autre pertinence d'avoir un outil de dépistage. La plupart du temps, quand on administre des outils de dépistage, c'est parce qu'on est inquiet. C'est parce qu'on espère aller détecter quelque chose qui va pas bien chez la personne. Mais ça arrive aussi parfois que ça a le bénéfice de rassurer, c'est-à-dire qu'on obtient un résultat qui est dans la norme. Et puis là, ben, on pourra au moins dire à nos patients anxieux, parce que ça aussi, on en a de plus en plus dans nos cliniques, des gens qui sont à l'affût de tout et qui deviennent très, très, très anxieux, puis dire, écoutez, on peut, à l'égard, juste après avoir fait un dépistage et sans soumettre la personne à une évaluation complète qui est en soi anxiogène aussi, on peut rassurer déjà et de rassurer les proches aussi quant à l'état de santé cognitive de nos patients. Voilà. Ensuite, passons à la section mode d'emploi. Alors, à qui s'adresse le dépistage? Alors, est-ce qu'on dépiste tout le monde? Non, mais on va dépister les personnes chez qui on a détecté la possibilité d'un changement dans le fonctionnement cognitif. Alors ça, j'en parle depuis le début. La détection, elle se fait des fois avant même que les gens arrivent dans votre bureau par d'autres professionnels qui sont allés à domicile, par des proches qui remarquent des changements. Alors, on détecte, hein? C'est pas du dépistage populationnel. On détecte chez certaines personnes des changements et ça fait en sorte que le dépistage devient plus pertinent. Ensuite, quels sont les indices qui vont nous suggérer justement de procéder à l'étape du dépistage cognitif? Bien, ça peut venir d'une plainte du patient lui-même. Hein. Ça, si on parle de la clinique de gérontopsychiatrie, bien, on a des gens anxieux, bien souvent, des gens qui remarquent des changements, qui vont se plaindre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour répondre à ces craintes-là, bien, on pourrait décider qu'on fait un dépistage cognitif. Dans d'autres milieux, c'est pas tant les patients qui se plaignent, c'est les proches. Puis ça, je vous dirais, dans le volet où je travaille à Notre-Dame-de-la-Merci, où les gens sont parfois un petit peu plus atteints au plan cognitif, ben là, c'est pas tant le patient, lui, il n'en a pas de problème, mais c'est plus les proches qui vont rapporter des changements, qui vont être inquiets. Et puis là, ben, on peut décider de justement procéder à un dépistage
cognitif. Ensuite, on peut avoir d'autres observations quand vous avez quelqu'un dans votre bureau sans que ni le patient se plaigne ou que la famille ait rapporté des changements significatifs. Vous-même, vous remarquez à travers l'entrevue que vous êtes en train de faire, à travers vos observations que, mais voyons, il me semble qu'il est plus distrait que ce à quoi je m'attendrais. Il est habillé de façon un peu négligée. Bon, bien sûr, tout ça, on met en perspective selon notre clientèle parce qu'on sait qu'en psychiatrie, ça peut arriver pour d'autres raisons aussi. On trouve que la personne, elle cherche vraiment beaucoup ses mots, qu'elle est distraite, elle a oublié quelques rendez-vous. Alors, tout ça, ça fait en sorte que vous-même, en tant que professionnel de la santé, vous jugez que ça serait peut-être pertinent d'administrer un outil de dépistage à vos patients. Ou encore, via le dossier, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez que, dans l'histoire médicale, il y a eu un délirium lors d'une hospitalisation récente. Puis qui dit délirium, c'est pas nécessairement ça, mais pourrait vouloir dire qu'il y a une vulnérabilité, qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'installer au plan neurodégénératif. Alors, ça allume quand même un petit signal d'alarme et puis vous pouvez décider à cet égard-là de dire, bon, ça serait peut-être le temps de passer un outil de dépistage. Même chose, vous voyez votre patient est tombé, s'est cogné la tête ou il y a eu un accident vasculaire cérébral. Alors, tout ça, évidemment, on peut en conclure qu'il y a peut-être des atteintes cognitives et que ce serait un bon moment pour le dépister. Ensuite, qui dit dépistage dit quand même attention parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun outil de dépistage qui est parfait. Et l'idée de la présentation et de la sensibilisation qu'on veut faire auprès des gens qui sont sujets à utiliser ces outils-là, c'est de savoir que on pense toujours bien faire. Dans notre pratique, on ne veut jamais causer préjudice à personne, mais on peut parfois, en utilisant de façon non justifiée un outil de dépistage, causer préjudice. Alors, je vais introduire ici la notion de faux positif et de faux négatif. Alors, quand on obtient un score et qu'on dit qu'on a un faux positif, parce qu'il faut savoir que quand on administre, puis là, je vais prendre l'exemple du mini-mental ou du MoCA, on a un score sur 30 et on a un seuil, et en dessous du seuil, on s'inquiète, et quand on est au-dessus, on ne s'inquiète pas. Ça, c'est théoriquement. Ensuite, il peut y arriver qu'on ait des faux positifs. Qu'est-ce que c'est un faux positif? C'est-à-dire que la personne, pour toutes sortes de raisons, échoue notre test, mais que c'est pas à cause d'un trouble neurodégénératif qui est en train de s'installer. Puis ça, qu'est-ce que ça fait comme préjudice? C'est que ça vient inquiéter les gens pour rien. Alors qu'il n'y avait pas de trouble neurodégénératif, mais là, on est en train de les inquiéter parce qu'on dit, oui, attention, là, votre résultat n'a pas été normal. Et ensuite aussi, ça peut même faire en sorte que la famille va s'inquiéter, on va déménager maman parce qu'elle a eu un score qui n'était pas normal, on va contacter le CLSC, on va commencer des nouveaux traitements, alors que c'était peut-être pas justifié. En contrepartie, il faut aussi se méfier des faux négatifs. Alors, un faux négatif, ça, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, oh, on s'inquiète pas, votre score est normal, il est au-dessus du seuil, alors qu'on est passé à côté. Puis ça, on va voir qu'il y a certaines circonstances qui vont faire en sorte que selon le choix de l'outil qu'on a établi au départ, le risque d'avoir ou bien des faux positifs ou bien des faux négatifs. Alors, on va parler d'autres concepts un petit peu plus pointus au plan de la psychométrie, la sensibilité, la validité de nos outils et la spécificité de nos outils. On va avoir plus ou moins de faux positifs ou de faux négatifs. Puis ce qui est dommage avec les faux négatifs, par exemple, avec le mini-mental, on peut avoir beaucoup plus de faux négatifs qu'avec un MoCA. Mais ce qui est dommage, c'est que parfois, on va retarder un diagnostic. Puis ce que ça veut dire, retarder un diagnostic, ça veut dire que notre fenêtre de temps optimale pour peut-être débuter un inhibiteur de la cholinestérase est peut-être dépassé. On a laissé maman trop longtemps à la maison et là, le drame, une catastrophe arrive.
moi, je le vois quand même assez souvent, plus du côté, je vous dirais, de Notre-Dame de la Merci, où tout semblait aller bien, les dépistages étaient normaux, mais la condition est en train de s'installer. C'est juste qu'elle n'était peut-être pas typique pour nous était passé à côté. Et puis là, le drame arrive, il arrive un accident à la maison, et là, toute la vie est bouleversée et la dame n'avait pas eu le temps de mettre ses papiers à jour, elle n'avait pas eu le temps de faire connaître ses préférences aussi parce que quand on déménage en catastrophe, on le sait tous comment ça se passe. Des fois, les gens sont hospitalisés, ils restent à l'étage longtemps jusqu'à temps qu'on leur trouve une place, puis c'était pas nécessairement là qu'ils auraient voulu aller. Donc, il faut être sensible à ça aussi là, dans nos erreurs de mesure, puis quant au choix de nos outils aussi. Ensuite, on revient aux limites de nos outils de dépistage. Alors, il ne faut pas oublier que les outils de dépistage, et ça je l'ai dit depuis le début, ils ne permettent pas de conclure à un diagnostic ni à l'atteinte ou à l'intégrité d'une ou plusieurs fonctions cognitives, hein, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais dans chacun des outils de dépistage que l'on administre, vous allez voir, il y a toujours, c'est déterminé par fonction, mais c'est pas parce qu'on échoue à un de ces items-là que nécessairement on peut conclure à un trouble de cet item-là en particulier. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et on peut jamais, juste à la suite de l'administration d'un outil de dépistage, parce que le score est sous le seuil de ce qu'on avait attendu, de conclure tout de suite à un diagnostic. Il faut nécessairement toujours le jugement d'un médecin qui, lui, va déterminer si ça prend une investigation plus poussée du fonctionnement cognitif. Puis ça, c'est toujours nécessaire. Il faut vraiment faire attention parce qu'on pourrait causer préjudice à bien des gens. Puis ensuite, il faut savoir qu'il y a énormément de facteurs qui vont influencer les résultats. Quand je vous dis, il faut utiliser notre score de façon, il faut l'interpréter de façon valide, toujours en considérant les limites de ce que ça veut dire dépister. Encore une fois, on n'est pas en train de diagnostiquer quoi que ce soit de précis. On est juste en train de dire, est-ce que monsieur ou madame à qui je viens d'administrer un outil de dépistage a probablement des problèmes cognitifs ou n'en a probablement pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de facteurs qui ne sont pas du tout reliés à l'outil qu'on est en train d'utiliser qui va faire en sorte que le score peut être déficitaire. Ce n'est pas du tout parce qu'il est en train de s'installer un processus neurodégénératif. De plus en plus, on constate que les troubles neurodéveloppementaux, on pense au TDAH, quand j'ai commencé ma pratique, on n'en parlait pas du TDAH. On commençait à réaliser que peut-être chez l'adulte, il y en avait. On n'était pas rendu au vieillissement. Mais là, ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a plusieurs personnes âgées, puis en psychiatrie, ça doit arriver aussi là, chez les psychiatres, de remarquer que peut-être que cette personne-là a souffert toute sa vie d'un TDAH qui n'a jamais été diagnostiqué. Évidemment que ça affecte son rendement cognitif, et évidemment, ça peut faire en sorte que le résultat au dépistage sera déficitaire, mais c'est pas parce qu'il s'installe une nouvelle maladie nécessairement. C'est pas rare de voir une personne d'un certain âge qui aurait souffert de TDAH toute sa vie, d'obtenir un 20 sur 30 au MoCA, et c'est pas parce qu'il y a une maladie dégénérative, c'est juste parce qu'il est complètement dysexécutif. Même chose dans bien des maladies psychiatriques, on a des atteintes des fonctions exécutives qui sont assez prononcées, qui vont peut-être parfois suggérer que c'est un trouble neurocognitif, mais ce n'est pas ça. C'est seulement que les fonctions cognitives n'ont jamais été très, très bonne en partant, et on rajoute le vieillissement là-dessus parce que là, bon, évidemment, moi, je suis en gérontopsychiatrie, donc j'ai toujours des patients âgés qui sont aux prises avec des maladies psychiatriques. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vieillissant, nos lobes frontaux sont les premiers à se détériorer, donc ça peut venir mimer l'impression qu'on a un trouble dégénératif, et c'est
parfois très délicat, puis je le dis souvent aux psychiatres avec qui je travaille, j'ai pas toujours l'impression que je suis capable de bien départager, justement parce que les cas en psychiatrie, surtout quand ils sont rendus à un certain âge, sont très, très lourds et il y a plein de variables qui viennent influencer les résultats aux outils de dépistage. Puis il faut pas l'oublier, ça, il faut pas conclure trop rapidement. Puis évidemment, le moment de présentation de l'événement psychiatrique va être quelque chose de déterminant. Quand on a un lourd historique psychiatrique, c'est pas la même chose qu'une madame de 78 ans qui tout d'un coup a une dépression psychotique puis qu'elle n'a jamais rien eu dans sa vie. Alors ça, c'est toutes des petites nuances qui sont bien importantes, mais il faut en tenir compte quand on interprète le résultat de nos outils de dépistage. Ensuite, l'abus de substances, évidemment, hein, si on a quelqu'un qui prend de la drogue, qui prend de l'alcool, et ça, même chez nos personnes âgées, on en a beaucoup, de plus en plus, je vous dirais, ben ça aussi, ça va venir mimer des problèmes cognitifs. Ça peut en être aussi, là. Il y a toutes sortes de syndromes reliés aux troubles d'usage de drogue ou d'alcool, mais c'est pas nécessairement qu'on a un TNC majeur, que ce soit Alzheimer ou autre. Il y a aussi beaucoup de traitements pharmacologiques. Alors, tout ça pour illustrer qu'il y a beaucoup de variables et surtout quand on est dans une population âgée qui vont venir influencer les résultats à nos outils de dépistage. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être prudent dans l'interprétation que l'on fait de nos résultats avant de sortir les gros canons puis de dire « Ah, chère madame, cher monsieur, vous avez un TNC majeur. » Alors, il y a plusieurs choses à mettre en perspective avant d'arriver à ça. Alors, comment je fais pour choisir un outil de dépistage? Évidemment, qu'est-ce que c'est un bon outil de dépistage? C'est un outil qui est relativement court. C'est un outil qui va avoir des bonnes qualités au plan psychométrique, qui va pas outrepasser non plus le mandat de dépistage parce que il faut toujours garder en tête que notre dépistage doit être proportionnel au mandat et le mandat, c'est exactement ça, c'est du dépistage, c'est pas d'évaluer. Ensuite, on va choisir notre outil qui bénéficie d'un bon appui scientifique parce qu'il y en a de plus en plus là, des outils qui sortent et puis on en voit sortir de toutes parts, mais il faut se baser sur ceux qui bénéficient d'un bon support scientifique, qui a des normes, pas seulement chez les normaux, mais qui a été testé aussi dans diverses populations de maladies neurodégénératives pour aller voir justement si on mesure bien ce qu'on veut mesurer quand on trouve un résultat qui est négatif. Et ensuite, qui est pertinent à la personne et au contexte de la personne, parce qu'on ne choisira pas le même outil chez une personne qui est très éduquée, par exemple, ou par rapport à une personne qui a un faible niveau de scolarité. Alors, tout ça va faire en sorte que ça va déterminer un petit peu quel outil je vais choisir pour faire mon dépistage. Alors, évidemment, je vous dis qu'il y en a plusieurs, mais on ne se cachera pas que les deux outils les plus utilisés sont le Mini-Mental et le MoCA. Et tous les deux visent un dépistage cognitif pour tous les adultes chez qui on suspecte des troubles cognitifs. Ces deux outils-là sont proportionnels au mandat de dépistage. Ils sont courts, ils sont bien faits. Ils bénéficient d'un bon appui scientifique. Il y a toute une littérature. Le Mini-Mental, ça remonte quand même à il y a longtemps. Alors, on en a fait des études sur cet outil-là. Le MoCA est un peu plus récent, mais quand même, il date de 2005, si je ne me trompe pas. Et on sait que ces outils-là étant les plus fréquemment utilisés dans tous les milieux cliniques, mais ce que ça fait, c'est que ça facilite la communication, c'est-à-dire qu'on parle le même langage, parce que si on se mettait tous à choisir des outils de dépistage différents, ben à un moment donné, comment interpréter un score à un outil que l'on connaît moins quand on transmet les résultats à notre professionnel, ça devient un petit peu plus complexe. Alors, c'est quand même intéressant de s'entendre sur le fait que ces deux outils-là sont probablement pour l'instant les plus pertinents à utiliser et les plus faciles aussi à interpréter parce que tout le monde connaît ces deux outils-là. Ensuite,
Je vous disais tout à l'heure hein, qu'il y a plusieurs sphères cognitives qui sont dépistées. Là, on voit qu'il y a comme des petites vignettes là, quand on administre ou le mini-mental ou le MoCA. On voit qu'il y a des sphères cognitives qui sont évaluées. Encore une fois, je répète que comme c'est très, très bref dans chacune de ces sections-là, ce qu'on est en train de mesurer, il ne faut pas conclure parce qu'il y a un échec à la souche d'échelle mémoire ou langage, qu'on a nécessairement un trouble du langage ou un trouble de mémoire. Il faut pousser un petit peu plus loin que ça. Quel est l'avantage du MoCA par rapport au mini-mental? C'est que vous remarquez, il y a fonction exécutive qui n'était pas du tout considérée dans le mini-mental et on a rajouté des petites tâches qui mesuraient le fonctionnement exécutif dans le MoCA, ce qui le rend beaucoup plus sensible. Alors ça, c'est très important parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les fonctions exécutives sont parmi les premières à se détériorer avec le vieillissement. C'est un avantage, puis ça peut être un désavantage aussi. C'est toujours, il faut faire la part des choses, mais quand même, sachez qu'il est beaucoup plus sensible à ça. Et le MoCA, il est plus difficile aussi. Alors, par le fait qu'il soit un petit peu plus difficile, il va aller détecter, il va laisser moins de monde passer dans les mailles du filet. Le mini-mental est parfois beaucoup trop facile. Alors, les gens le réussissent longtemps, alors qu'un TNC de bien installé. Le MoCA, c'est le contraire, mais on va voir qu'en contrepartie, c'est que des fois, il est peut-être trop difficile pour certains de nos patients. Puis là, ben, on va penser qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'installer, alors que ce n'est pas le cas. Alors, il faut toujours garder ça en tête quand on choisit nos outils. Ici, il y a eu un graphique que je trouve particulièrement intéressant pour parler justement des résultats, la spécificité en fait du mini-mental. Ce graphique-là se retrouve dans les études qui ont été faites au moment de valider le MoCA, parce que les scores du MoCA ont été comparés évidemment aux études où il y avait eu le mini-mental d'administrer. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au plan de sa spécificité, il n'y a aucune. Si on regarde le groupe complètement à gauche, le groupe des normaux, ben, il n'y a personne qui est normal, entre guillemets, au plan cognitif, qui va échouer au mini-mental. Alors ça, on est content. Par contre, ce qu'on voit, c'est la quantité de faux négatifs. Et encore là, ce qu'on voit, c'est que la sensibilité du mini-mental est un problème majeur parce que si vous regardez dans la boîte rectangulaire rouge qui est en haut là, de l'écran, vous voyez qu'il y a une ligne rouge où on met notre seuil. Le seuil a été déterminé, le meilleur seuil pour avoir la meilleure sensibilité et spécificité a été établi à 26. Évidemment, ça, on pourra en discuter. Là. Il y a des études qui montrent que les seuils peuvent être mis à différents, à 24, à 25, selon la population, mais globalement, on met notre seuil à 26. Et ce qu'on voit, c'est que là, la quantité de faux négatifs augmente de façon significative dans les cas beaucoup plus légers. Hein, si on voit là, dans le groupe de troubles cognitifs légers, ben, on en laisse passer énormément si on administre uniquement le mini-mental. Alors ça peut être un problème. Et encore plus grave, alors qu'on a des maladies d'Alzheimer, puis ça, il faut savoir que c'est des groupes qui avaient déjà été déterminés, chez qui on avait administré beaucoup d'épreuves neuropsychologiques et c'était déterminé qu'ils étaient des troubles cognitifs légers ou bien des maladies Alzheimer avérées. Mais malgré ça, si on administre chez certains de ces patients-là Alzheimer un mini-mental, ben, il y en a encore certains qui sont capables d'avoir un score normal. Donc, la sensibilité de notre mini-mental est vraiment pas très bonne. Et j'imagine que ça va venir à changer parce que là, on va voir dans la prochaine diapo que le MoCA vient corriger certains aspects de cette faiblesse du mini-mental, mais encore maintenant, quand vous demandez là, d'avoir la permission de prescrire pour vos inhibiteurs de la cholinésterase, c'est encore les scores du mini-mental que le gouvernement demande et je ne sais pas pourquoi, là, parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur indice là, de par son manque justement de sensibilité. Donc, l'idée, c'est qu'on en laisse passer beaucoup trop si on n'utilise que le mini-mental. Ensuite, si on regarde au plan du MoCA,
Ben là, le MoCA, il est pas mal meilleur au plan de la sensibilité pour les troubles cognitifs légers et pour les maladies d'Alzheimer. Hein? Parce qu'on voit que là, si on regarde dans ces deux groupes-là, on voit que les faux négatifs, c'est-à-dire les gens qu'on laisserait passer, il y en a beaucoup moins. Il en reste un petit peu dans le trouble cognitif léger, mais pas tant que ça. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, on les attrape tous. Alors, notre MoCA, il est quand même pas mal meilleur pour attraper les gens qui, effectivement, ont un TNC majeur. Ensuite, pour le trouble cognitif léger, c'est pas encore parfait. Puis, il faut savoir qu'il n'y en a pas. Il va toujours y avoir des faux négatifs. Il y aura aussi, malheureusement, avec le MoCA, selon la personne qu'on va dépister, un petit peu trop de faux positifs à notre goût. Et encore une fois, bon, quelqu'un qui est peu éduqué, quelqu'un qui a eu un niveau de vie moins élaboré peut avoir un échec, mais ça ne représentera pas nécessairement le fait que cette personne-là est en train de développer un trouble neurocognitif. Alors, il y a toujours un gain, une perte, et c'est à vous de choisir le meilleur outil selon la personne que vous avez devant vous, selon ce que vous connaissez de son histoire à cette personne-là. Il n'y a pas juste le niveau d'éducation, il y a plein d'autres facteurs aussi qui viennent enrichir la vie des gens et ce que vous connaissez sur ses antécédents de cette personne-là pour aller choisir le meilleur outil, puis celui qui va vous sembler le plus valide pour déterminer si la personne souffre ou pas d'une atteinte au plan neurodégénératif. Voilà. Ensuite, ici, l'effort a été fait pour donner une illustration concrète du concept de faux positif et de faux négatif juste par rapport à une population générale. Alors là, on ne parle même pas de gens chez qui on aurait détecté des problèmes. C'est si on faisait du dépistage populationnel et si on administrait le MoCA. Si on prenait 1000 personnes au hasard, population âgée entre ici, ce qui avait été déterminé à peu près à partir de 60, dans la soixantaine jusqu'à 80 ans, ce qu'on voit, c'est que quand on administre le MoCA avec un seuil de 26 sur 30 encore pour départager, ben c'est qu'il va y avoir quand même 91 sur nos 1000, il va y avoir 91 faux positifs. Donc, on vient détecter des choses chez qui, on vient détecter peut-être, on vient penser qu'il y a peut-être une atteinte cognitive significative alors qu'il n'y en aurait pas. Et on va passer à côté d'une atteinte significative 30 fois sur nos 1000. Donc, il faut être au courant de ça aussi, qu'il n'y en a pas d'outil parfait. C'est à vous de déterminer avec l'ensemble de des variables que vous connaissez sur votre patient, sur les résultats que vous avez, lequel vous allez choisir. Et même le MoCA, même s'il est meilleur, même s'il est plus sensible, ben en contrepartie, il y a quand même pas mal de risques de faire des faux positifs dans notre population. Et ça, avec ce qu'on a expliqué déjà depuis le début, de préjudice que ça peut causer chez les gens, de les inquiéter peut-être un petit peu pour rien. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Puis c'est un peu aussi l'idée de ne pas dépister juste pour dépister. Hein? C'est pas, il faut qu'il y ait une raison pour dépister parce que si on le faisait juste comme ça, là, je m'en vais dans la rue, puis tiens, madame, vous avez l'air d'avoir au-dessus de 65 ans, venez donc ici, j'ai un petit questionnaire à vous administrer, ben je risquerais de me tromper quand même assez souvent. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça a un impact après, là, ça a des conséquences quand on arrive avec des scores comme ça. Et pour l'avoir vu aussi, hein, parfois, au moment d'une hospitalisation fortuite pour un problème de santé X qui n'a rien à voir avec des troubles cognitifs, la personne a l'air un petit peu mélangée à l'urgence, on administre un MoCA, puis hop, tiens, le score n'est pas normal, et allez hop, il peut débouler plein de problèmes à la suite de ça, alors qu'on était juste dans un moment de grande anxiété pour cette personne-là, et c'est pas du tout représentatif de son fonctionnement normal. Donc, il faut toujours faire attention, puis il faut choisir aussi le bon outil et l'administrer au bon moment. Alors, quand
est-ce que justement je vais choisir le mini-mental? Quand est-ce que je vais favoriser plutôt le MOCA? Bien, les questions principales qu'on peut se poser, déjà, hein, on en parle depuis le début, la scolarité. Alors, sachez que plus la scolarité est faible, plus on a tendance à dire, bien, optez donc pour le mini-mental. Il est un petit peu plus facile, il est un petit peu plus court. On va aller de ce côté-là. Les personnes très, très, très âgées aussi, qui ont un petit peu moins de tolérance à l'effort, on va peut-être avoir tendance à prioriser ou favoriser le mini-mental. Les gens qui sont peu tolérants à l'effort aussi, ça peut arriver, hein, en psychiatrie, ça peut arriver assez souvent aussi pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas envie, ils ne sont pas motivés. Si on le sait d'emblée, on n'ira pas vers le MOCA, on va plutôt aller vers le mini-mental. Si notre mini-mental est normal, ben ça va bien. Puis s'il l'est pas, ben on pourrait toujours décider. C'est-à-dire que si notre mini-mental est normal, excusez, je disais le contraire de ce que je voulais dire. Si le mini-mental est normal, parfois on peut décider de ensuite administrer le MOCA parce que même si on a un score qui est normal, ça ne veut pas dire qu'on est complètement rassuré. Encore une fois, l'histoire de cas, la plainte des proches, le monsieur devant moi, bon, oui, je sais que mon mini-mental quand même a les mailles du filet un petit peu plus larges. Alors peut-être que même s'il n'était pas très scolarisé, c'est un monsieur qui a travaillé dans sa vie, qui a bien réussi. Peut-être que mon mini-mental finalement n'était pas assez sensible, puis je vais opter quand même pour aller passer un MOCA. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le résultat? Hein? Résultat, en général, il y a deux options. Il va être en dessous du seuil attendu et il peut être au-dessus du seuil attendu. Bon, s'il est sous le seuil attendu, ben, on va orienter la personne vers une évaluation plus approfondie du fonctionnement cognitif ou vers une évaluation médicale. Hein, j'ai l'impression que je redis la même chose depuis le début, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que le dépistage en soi n'est pas un outil qui permet de diagnostiquer quoi que ce soit, mais qui permet de mieux orienter. Au-dessus du seuil, ben là, à contrario, on peut rassurer la personne, mais on suggère toujours de demeurer vigilant. Parce que si on a décidé d'administrer un outil de dépistage, c'est quand même qu'il y avait une petite inquiétude à quelque part. Puis même si la plainte est très, très, très subjective, de plus en plus dans la littérature en neuropsychologie, on dit la plainte subjective, il ne faut pas l'ignorer. C'est juste qu'on n'a pas encore nos outils assez pointus pour vraiment bien dépister au début. Mais quand les gens commencent à se plaindre, ça peut peut-être dire, même si notre score est normal, même au MOCA, il demeure normal, mais j'ai un ingénieur de 71 ans, son MOCA demeure normal, mais lui, là, il trouve donc dans sa vie de tous les jours, il y a plein de choses qui sont plus difficiles à faire qu'avant, puis il s'inquiète, mais demeurez vigilant. Puis ça veut dire que s'il y a un petit changement, s'il remarque un changement un petit peu plus prononcé, ben on revient puis on poursuit peut-être un petit peu plus loin le processus d'évaluation. Mais bien souvent, on peut quand même rassurer. C'est pas pour dire qu'il faut jamais rassurer les gens, là, mais il faut quand même demeurer à l'affût puis demeurer vigilant du fait que si on l'a administré, c'est quand même qu'on avait peut-être une petite inquiétude malgré tout. Voilà. Ensuite, quand est-ce que, justement, ça va être pertinent d'aller plus loin que le dépistage? Ben, quand je reprends l'exemple de l'infirmière ou le travailleur social ou l'ergothérapeute ou peu importe, qui est allé à la maison de la personne, qui a fait son dépistage, qui remarque des choses, qui revient voir le médecin, qui fait un compte-rendu de ça. Et malgré tout ça, ben le médecin il n'est pas encore à l'aise, il n'est pas encore sûr parce que justement madame est très éduquée ou pas très éduquée à cause de toutes sortes de facteurs. On n'est pas certain, il reste une incertitude au plan diagnostic. Ben on pourrait demander d'aller un petit peu plus loin dans l'évaluation du fonctionnement cognitif et référer entre autres en neuropsychologie pour avoir une meilleure idée au plan de l'atteinte cognitive de la personne qui est devant nous. Ensuite,
même si les résultats peuvent être pas si inquiétants que ça, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une suspicion clinique qui est là parce que monsieur est de trop haut niveau pour avoir ces petits problèmes-là dans son quotidien. Il se plaint de façon répétée. Sa femme, elle trouve donc là, que quand il conduit l'auto, c'est plus comme avant. Alors, toutes ces petites choses-là font en sorte que même si le score était normal, on est grossièrement rassuré. Là, on n'est pas dans le TNC majeur bien installé. Il y a peut-être un petit quelque chose qui est en train de s'installer. Le médecin n'est pas rassuré. On réfère, on demande une évaluation complète. Ensuite, toute la sphère aussi des tableaux atypiques, parce que ça, c'est particulièrement important. De plus en plus, on voit qu'il y a des tableaux de présentation, même, hein, parce que Mini-Mental, MoCA, essentiellement, ont été bons pour dépister, détecter la maladie d'Alzheimer typique. Mais on sait depuis les dernières années qu'il y a des tableaux de présentation qui sont atypiques et on passe à côté bien souvent parce que c'est juste pas mesuré par les outils. Il peut y avoir des atteintes qui se présentent plus par le langage aussi. Il y a des atteintes qui sont parfois plus comportementales. On pense à une démence frontotemporale, la variante comportementale, ben, ces gens-là n'ont même pas nécessairement des atteintes dysexécutives. Là. Même nous, en neuropsy, quand on les voit, ces gens-là, parfois, il faut travailler fort, 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 puis en faire passer des outils avant d'aller même montrer une atteinte dysexécutive. C'est vraiment juste au plan du jugement, au plan des comportements, au plan des décisions dans leur vie de tous les jours que ça n'a juste plus de bon sens, alors que les tests de dépistage vont venir tout à fait normaux. Alors, il faut se méfier. Alors, dès qu'on est en présence d'un tableau atypique, ben, c'est peut-être le moment de référer justement pour une évaluation un petit peu plus approfondie qui va arriver à prendre en compte ces facteurs-là, puis d'aller mesurer chacune des sphères du fonctionnement cognitif de façon un petit peu plus approfondie. Il y a aussi toute les particularités culturelles, hein, parce que ça, bon, ben, le Québec, c'est une terre d'immigration, mais ça rend aussi l'évaluation puis le dépistage beaucoup plus compliqué que ce l'était. Et puis, on n'est pas toujours bon, puis on n'est pas si bien formé que ça, mais on a quand même certains outils en neuropsychologie qui nous permettent d'essayer autant que possible de passer à côté des facteurs, des biais culturels là, qui peuvent être difficiles à considérer dans une évaluation typique. Puis ce qu'il faut savoir aussi, à contrario, il y a certains facteurs culturels, puis je pense à un monsieur que j'ai vu récemment à Notre-Dame-de-la-Merci, où les scores au dépistage étaient complètement anormaux, mais c'était un monsieur, quand on fait l'histoire de vie, quand on regarde son parcours, il venait d'Afrique, un petit garçon qui a été envoyé à l'école coranique dès qu'il avait 6 ans et qui n'a rien appris, qui n'a pas appris à calculer, qui n'a pas appris à lire, qui n'a pas appris à écrire. Qu'il l'a appris de lui-même, mais qui n'a pas les bases qui sont les mêmes que nous. Alors, le dépistage était catastrophique. Le médecin était hyper inquiet, mais le monsieur demeurait totalement fonctionnel. C'était lui-même qui venait consulter parce qu'il disait, ben là, j'ai fait un petit oubli. Alors, il était vraiment sharp, le monsieur, puis beaucoup plus que ce que laissait présumer le score au dépistage. Alors, parfois, ça peut aller en sens inverse aussi, nos éléments culturels, puis il ne faut pas les minimiser parce que comme je vous dis, pour ce monsieur-là, c'était, mais voyons donc, le médecin me dit, il est mécanicien, d'accord, on dit mécanicien, il a dû réussir un DEP professionnel, mais non, 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 c'est parce que son mononcle en Afrique avait un garage, alors il a appris comme ça. Alors, c'est tous ces éléments-là, puis parfois, quand on est dans le bureau, puis qu'on n'a pas assez de temps pour tout creuser ça puis de tout mettre en perspective, ben on peut faire en sorte que l'interprétation de notre outil de dépistage sera pas la meilleure parce qu'on connaît pas tous ces facteurs-là, puis on sait pas jusqu'à quel point, parce que des fois même
même si on le sait, jusqu'à quel point ça vient influencer la performance de la personne qu'on a devant nous, c'est pas toujours évident. Puis ça, ben, les neuropsychologues, on est quand même un petit peu plus affûtés par rapport à ça, puis de mettre les choses en perspective selon l'ensemble de tous les outils, de tous les tests que l'on va administrer par la suite si on va à l'étape de l'évaluation approfondie. Voilà. Oups, j'ai pesé trop vite. Alors, évidemment, là, je prêche pour ma paroisse parce que je suis neuropsychologue, mais sachez que, justement, le mandat de la neuropsychologue, c'est de faire une évaluation qui est personnalisée selon les besoins de la personne qu'on a devant nous. Parce qu'un dépistage, ben, c'est pas personnalisé. Un dépistage, c'est fait pour s'adresser pas mal à tout le monde, mais quand on a quelqu'un devant nous, on va aller choisir les outils que nous, on va juger les plus pertinents pour répondre de un à la question que la personne qui nous réfère, le patient nous pose, mais en tenant compte des particularités. Et on a une multitude d'outils. Je vous dis pas que c'est parfait et le facteur culturel encore me cause encore bien des soucis parce que c'est pas toujours évident, même si on essaie de le contourner. Puis oui, on a des outils qui sont moins sensibles au niveau d'éducation en neuropsy, mais c'est pas parfait. Mais quand même, on les a. Et je pense que d'être conscient aussi de l'influence de ces variables-là sur la performance cognitive fait en sorte que notre interprétation est beaucoup plus nuancée et c'est ça aussi qui est important parce que si on nuance pas, tout est déficitaire puis on n'explique pas pourquoi. Alors, il faut être capable aussi de tirer les bonnes conclusions des performances selon les outils puis selon les variables individuelles de chacun des individus qu'on a devant nous. Donc, en neuropsy, on prend vraiment l'individu dans sa globalité et on fait vraiment son histoire, son parcours de vie, d'aller creuser de façon très, très, très détaillée. Le niveau de scolarité, là, c'est intéressant, mais le parcours scolaire, c'est une autre chose aussi. Et c'est pas parce qu'on arrive à l'université qu'on n'avait pas un TDAH ou qu'on n'avait pas une dyslexie. Puis là, on revient à ces concepts de base-là, puis on voit qu'on l'a fait écrire une petite phrase, il a fait plein de fautes, on se dit, voyons, oui, mais il était dyslexique. Alors, c'est tous ces facteurs-là que l'on creuse beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on a nos patients en neuropsychologie et qui vient nous aider justement à mettre en perspective les différents résultats pour arriver à la meilleure interprétation. Ensuite, on fait beaucoup de tests, beaucoup d'épreuves, sans en faire trop, parce que c'est sûr que plus on administre de tâches, plus on risque de trouver des déficits, parce qu'il y a des erreurs de mesure, il y a de la variabilité, on voit les gens plus d'une fois, une journée il va bien, une journée il va moins bien. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas multiplier ad vitam aeternam non plus la quantité d'outils qu'on va utiliser, mais en même temps, il ne faut pas non plus tirer des conclusions très, très, très sévères juste sur la base d'un outil de dépistage, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, on a l'impression qu'on mesure la mémoire, les fonctions exécutives, l'attention quand on fait un MoCA ou un mini-mental, mais c'est sur une base de tellement peu d'éléments que de conclure parce que une horloge est mal faite, il y a un problème exécutif ou c'est peut-être un problème visuospatial ou c'est peut-être une perte sémantique, mais allez donc savoir. Tout ce que vous voyez, c'est que votre horloge, elle est anormale. Alors, c'est vraiment en administrant plusieurs épreuves neuropsychologiques dans différentes sphères du fonctionnement, en regardant le profil des forces, des faiblesses, en mettant ça dans le contexte de ce qui est attendu dans différentes formes de troubles neurocognitifs, que là, on va arriver à interpréter, puis arriver à vraiment préciser le diagnostic au plan neuropsychologique pour ensuite outiller le médecin pour s'organiser dans la suite des traitements qui sera à établir et les services et tout ce qui découle par la suite. Puis en intervention, recommandations sont beaucoup plus individualisées parce que justement, on est allé mesurer tous ces facteurs-là en tenant compte des besoins et des variables individuelles de chacune des personnes qu'on a devant nous. Donc, il y a quand même un apport qui est considérable et qui peut être
autant important pour la personne que pour les proches aussi, parce que sachez que dans les recommandations, il y a bien des recommandations que l'on fait, pas tant pour la personne selon où elle est rendue dans son atteinte cognitive, mais pour la famille aussi ou pour les intervenants qui iront à domicile offrir des soins. Bien, si on comprend coudon, il écoute pas, ou coudon, on dirait qu'il veut pas mettre en place telle chose, mais si on comprend que c'est parce qu'il y a un trouble de compréhension du langage ou parce qu'il est tellement frontal ou parce que ci ou parce que ça, bien, ça met en perspective les difficultés puis ce qu'on interprète comme une résistance face aux interventions qu'on essaie d'établir avec un individu. Mais quand on sait que c'est pas parce que c'est pour mal faire, c'est parce qu'il y a tel problème cognitif, puis c'est que comme ça que ça peut influencer le comportement dans la vie de tous les jours, ben ensuite on peut contourner puis arriver à déterminer des interventions puis de progresser avec ces patients-là de façon beaucoup plus facile dans notre quotidien. Puis c'est la même chose pour les proches aussi, parce que oh, maman me pose 8 fois la même question, ou maman a fait ci, ou maman a fait ça, mais quand on leur explique le pourquoi des choses basées sur nos résultats d'évaluation, ça apaise énormément aussi les gens et la famille, et ça permet une meilleure compréhension aussi. Quels sont maintenant, dans la troisième partie de notre présentation, quels sont les pièges du dépistage? Hein? J'en ai déjà parlé un petit peu auparavant. Il y a 3 principaux pièges qui sont associés au dépistage. Le premier, c'est d'utiliser nos outils trop souvent. Le deuxième, ben, c'est des erreurs qui sont liées à l'évaluateur soi-même, hein, parce qu'on peut tous faire des erreurs. Et ensuite, il y a des erreurs qui sont liées soit au patient qu'on a devant nous ou soit au contexte dans lequel on évalue. Alors, on va y aller un par un. Alors, sur utiliser un outil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil n'est jamais aussi bon que la première fois que l'on l'utilise. Hein? Alors, si on fait un MoCA, un mini-mental à répétition dans un court intervalle de temps, tout le monde va être meilleur. Ça ne veut pas dire que, ah tiens, c'était pas vraiment un trouble neurodégénératif qui est en train de s'installer, il est meilleur la deuxième fois que j'y ai fait. Sachez que si vous me faites jouer à un jeu vidéo 8 fois en ligne dans la même semaine, bien rendu à la fin de la semaine, je vais être pas mal meilleur que la première, mais ça ne veut pas dire que si vous changez de jeu vidéo, je vais être nécessairement meilleur. Ça pour dire que quand la personne est dans un contexte, par exemple, d'hospitalisation, parce que ça, on le voit souvent. On en fait un au début, on est en aigu, c'est la catastrophe. Après ça, ben, il s'améliore. Puis là, ben, s'il s'améliore, on va conclure qu'effectivement, il n'y a rien de dégénératif, mais il n'y a rien qui vient dire qu'on n'est pas passé à quelque chose, puis qu'au début, effectivement, le score était peut-être plus catastrophique qu'il ne devrait l'être parce qu'on est en phase aiguë, mais quand on n'est pas stabilisé puis qu'on est en cours d'hospitalisation, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire au départ. Il faut peut-être attendre un petit peu ou au moins réaliser que si je l'ai fait une fois avec la forme originale de mon outil, parce que sachez qu'il y a des versions alternatives de chacun des outils du MoCA du mini-mental, bien, d'au moins la deuxième ou la troisième fois, si vous le faites, d'utiliser les formes alternatives. Alors, c'est toujours préférable de commencer avec la forme originale au départ, puis ensuite d'aller dans les formes alternatives par la suite. Idéalement, on aimerait que l'outil de dépistage qu'on laisse passer au moins 6 mois là, avant de le réadministrer. Alors, on comprend que dans une situation d'hospitalisation, bon, il y en a des longues hospites, mais 6 mois, non. Là. Alors, on l'administre un petit peu trop souvent et je pense qu'on minimise l'impact de la capacité d'apprentissage de nos patients, même s'ils ont des problèmes cognitifs. Moi, j'ai eu souvent des patients, le fameux test de l'horloge, tout le monde le connaît maintenant. Ben, madame, elle faisait pratiquer l'horloge à monsieur, puis effectivement, monsieur, on le voyait, puis on le voyait l'année d'après, son horloge était parfaite. Ben oui, c'est parce qu'il y a des signes 14 fois dans sa semaine. Alors, il faut faire attention à tout ça. Il ne faut pas surutiliser nos tâches. Et c'est encore plus vrai aussi quand on utilise le MoCA, tous les aspects exécutifs
la sensibilité des outils exécutifs sont vraiment, la sensibilité est à son meilleur quand on l'utilise la première fois. Parce que les fonctions exécutives, c'est justement la capacité à s'adapter à la nouveauté. Alors, si on répète, ça va mal. Oui. Oui, si vous me permettez, désolé de vous interrompre, docteur Descaries. J'en profite pour glisser une question qui était liée à l'horloge, puis en même temps pour souligner qu'on doit s'arrêter vers 13h, 13h30 habituellement, Oui, sinon les gens vont peut-être avoir un horaire chargé. Oui. Il y avait une question qui avait été posée dans le fil de discussion qui était à savoir si vous pensiez qu'il y avait une adaptation des tests qui serait faite du fait qu'il y avait de plus en plus d'horloges numériques intégrées dans la société depuis un certain temps, puis peut-être moins avec les aiguilles. Oui, bien, puis c'est vrai pour l'horloge et c'est vrai pour plein d'autres tâches. Et je vous dirais que c'est probablement, ça dépend du groupe d'âge que vous allez évaluer. Parce que les personnes âgées sont bien habituées. L'horloge, ils l'ont fait, ils ont eu des horloges typiques toute leur vie. Puis même si leur montre maintenant est numérique, ils ont eu maintes et maintes fois l'occasion de voir des horloges et à l'école, on leur apprenait avec ces cadrans-là. Alors, c'est très bien intégré et c'est quelque chose de... C'est très consolidé, c'est très solide comme connaissance. Alors, quand on a des populations âgées, c'est pas parce que maintenant il y a des cadrans numériques qui sont pas capables de faire une horloge. Pour des populations plus jeunes, c'est à suivre. Puis ça, on est bien en neuropsy, on se dit aussi maintenant tous nos jeunes qui font du calcul sur des calculatrices tout le temps, parce que moi, quand je vois des gens, je les fais compter, je leur fais faire des tables de multiplication, ben ils ne savent plus. Mais c'est pas parce qu'ils ont un trouble du calcul nécessairement, c'est juste que depuis qu'ils sont tout petits, on leur a permis d'utiliser des outils pour compenser, alors ils l'ont pas appris. Donc, je vous dirais, ça va être vraiment une question de génération, puis il va falloir que nos tâches soient adaptées. Les images qu'on présente aussi là, vont devoir être adaptées parce que je pense à certains tests de dénomination qu'on fait en neuropsy où il y a des images de téléphone, des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Alors oui, pour la personne âgée, ça va bien, mais pour les plus jeunes, là, il va falloir qu'il y ait des nouvelles versions qui soient développées. À votre connaissance, est-ce qu'il existe quelque chose pour les plus jeunes ou pas encore? Pas encore. Pas encore. En cours de route. Puis, je me dis que pour les plus jeunes, on n'aura peut-être plus tant besoin de faire des tests de l'horloge. Je pense qu'il va y avoir des ponctions lombaires et des tests sanguins bientôt. Puis, vous ne ferez même plus de neuropsie. Je blague, là, ça, c'est ma crainte personnelle. Mais non, ben c'est ça. On verra, là, mais c'était une blague, c'est un aparté. Mais on s'en va aussi beaucoup vers l'aspect plus technologie, l'aspect d'aller chercher des biomarqueurs, tout ça pour les maladies, là. Mais est-ce que l'outil, de faire des évaluations, on pourra en discuter, c'est un autre sujet, puis comme on doit terminer, on ne partira pas là-dessus. Alors, je continue dans la présentation. Alors, les effets aussi, le fait de surutiliser nos outils, là, je vous ai parlé du fait qu'on devenait meilleur nécessairement. Et aussi, il y a un effet de, si on les répète trop, aussi parce qu'on sait que les outils neuropsy, les outils cognitifs, ne sont pas réservés. Donc, des fois, il y a différents professionnels qui vont aller chercher certains outils parce que, pour mon évaluation, ça va être pertinent. Mais ce que ça fait, c'est que les gens, puis moi, ça m'arrive souvent dans mon bureau, ben, je l'ai déjà fait, ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Donc, la motivation diminue, les gens s'investissent moins dans mon bureau parce qu'ils ont l'impression que, ben là, coudonc, ça sert à quoi? Moi, j'ai passé du temps avec une ergothérapeute, j'ai passé du temps avec une infirmière, ils m'ont fait des tests cognitifs. Alors, quand vous savez d'emblée que vous risquez fort probablement d'envoyer vos patients en neuropsy, mais prudence, parce que les gens, ils en reviennent bien à un moment donné de passer des tests, ils sont moins motivés. Ils en ont déjà passé certains, donc mes outils sont moins sensibles, puis je ne peux pas les interpréter de la même façon si ça fait 4 fois que certains outils sont utilisés. Et je risque de passer à côté aussi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, un test pour une fonction exécutive n'est jamais aussi bon que la première fois. Mais peut-être que moi, je vais passer à côté d'une atteinte exécutive parce que ça fait 4 fois qui fait le tracé B, par exemple. Alors, tout ça pour dire que on fait attention au nombre et au nombre de fois qu'on utilise nos outils. Passons ensuite aux erreurs qui sont liées à l'évaluateur.
On peut tous en faire des erreurs. C'est important de bien connaître les instructions qui sont liées à la passation de nos outils de dépistage. Je sais que ça a généré certaines questions. Là, récemment, il y a Dr Nasreddine qui a demandé de tout le monde là, se former de façon valide. Là, il fallait s'inscrire et tout. Mais il y a une raison à ça. Il y a eu beaucoup de dérapages. J'ai déjà vu, moi, dans des GMF, c'est les secrétaires qui se trouvent à être l'épouse du médecin qui fait passer le MOCA. Je suis désolée, mais il faut faire attention. C'est pas banal, hein? On a vu qu'on peut causer préjudice juste sur la base d'un résultat avec un outil de dépistage. Alors, il faut faire attention. Il faut un peu comprendre. Puis quand on va se former, quand on comprend l'outil qu'on est en train d'administrer, ben on sait quand répéter une consigne, quand ne pas la répéter, parce que dans le MOCA, par exemple, ou dans le mini mental, de faire le 100-7, ben si à chaque fois vous le répétez, c'est pas la même chose que de le dire juste une fois. Et nos tests, les tests de dépistage sont standardisés d'une certaine façon. Puis quand vous allez regarder les normes, ben si vous n'avez pas fait une administration qui était faite selon les standards, ben nos normes, elles ne veulent plus rien dire. Donc, il faut faire attention à ça. Puis il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas juste penser, ah, c'est simple, puis, ah, il n'a pas compris, je vais répéter. Des fois, on peut répéter, mais des fois pas. Puis il faut savoir quand, puis il faut faire attention à ça. Puis il faut des fois, on prend des mauvais plis. Même moi, là, je regarde dans l'ensemble des tâches que j'administre. J'ai la chance d'avoir des stagiaires avec moi à tous les ans. Puis il y a des fois où je regarde mes stagiaires administrer des tâches, puis je dis, ah tiens, elle a fait ça comme ça, mais moi, ça fait 20 ans que je l'administre, puis d'un coup, j'oublie qu'après 15 secondes, je suis supposée faire telle affaire. Alors, il faut se remettre en question aussi, puis il faut revalider, puis des fois, faire des petites mises à jour de formation, ça fait pas de tort à personne. Ensuite, ça, c'est des erreurs au plan de l'administration. Il peut y avoir des erreurs de cotation. C'est bête, là, mais le nombre de fois où ça m'est arrivé de regarder des scores, de dire, mais voyons donc, ce monsieur-là, il ne peut pas avoir 20 sur 30. Puis, oups, on avait oublié un 5 points là, dans la partie du haut. On ne l'avait pas additionné. Ça arrive. Il faut vraiment recalculer, faire attention à nos résultats. Regardez le critère par rapport au niveau d'éducation aussi. Des fois, un point, ça vient changer plein de choses. Puis ensuite, il faut faire attention à notre interprétation. Il ne faut pas surinterpréter nos résultats. Il faut quand même rester très prudent. Parfois aussi, il y a des scores seuils. Hein? On a parlé depuis le début du score seuil à 26, là, mais selon les niveaux de scolarité, il y a des études qui vont montrer qu'on va faire monter notre score, notre seuil un peu plus élevé. Donc, il y a tout ça à tenir en compte aussi par rapport à l'interprétation qu'on fait de nos résultats. Ensuite, l'erreur qui est liée au patient lui-même ou au contexte dans lequel on administre nos outils, encore une fois, on a parlé, l'âge, la scolarité, la condition médicale, la condition psychiatrique va faire en sorte qu'on va aller plus vers un outil que vers un autre. La barrière langagière, oui, il parle français, mais jusqu'à quel point? Puis quand est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit capable de dire cobra ou boa ou chameau ou dromadaire? Même s'il parle français, c'est pas toujours évident. Il faut tenir compte de ça. Les limitations physiques, hein? Il portait pas ses lunettes, il voit quand même. Il n'y avait pas ses prothèses auditives. Bon, je vais parler plus fort, oui, mais c'est pas évident. Le choix aussi du milieu dans lequel on travaille, si on est à domicile, le téléphone sonne, ça cogne à la porte, on est dans nos cliniques, dans certains endroits, les murs sont en carton, on entend ce qui se passe à côté. Tout ça pour dire que c'est pas toujours idéal. Ça veut pas dire qu'on remet en question le score qu'on a obtenu, mais ça veut dire qu'il faut juste faire attention quand on interprète le score, de tenir compte de ces différents
possibilités d'erreurs qui sont reliées au contexte pour l'interpréter. Parce qu'effectivement, si on a quelqu'un qui, ouais, finalement, il n'est pas aussi bon en français que je le pensais, ou j'ai essayé de l'administrer en espagnol, mais moi-même, je le baragouine, puis là, j'ai fait 3 erreurs dans ma consigne. Alors, tout ça pour juste vous mettre dans le contexte qu'il faut quand même faire attention à toutes ces variables-là qui peuvent faire en sorte qu'on va mal interpréter ou pas assez nuancer nos résultats. Ensuite, ben, si on ne prend pas aussi l'état clinique, ça en psychiatrie, c'est particulièrement important. Vous avez quelqu'un qui est déjà anxieux ou qui est très, très, très réactionnel, puis là, vous administrez quelque chose qui est difficile, qui va augmenter son niveau d'anxiété. Ben, une fois que le petit hamster d'anxiété est parti, il ne vous écoute plus du tout. Donc, il n'a pas retenu ces 3 mots ou ces 5 mots. Ben, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un problème de mémoire, c'est juste parce qu'il était peut-être tellement anxieux que les mots, ils ne se sont pas bien encodés, donc aller les récupérer plus tard, c'est juste pas possible. Quand on est déprimé aussi, ça vient affecter notre fonctionnement cognitif, mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a un trouble neurocognitif qui est en train de s'installer, quelqu'un qui est apathique, qui est psychotique, tout ça pour dire que on demande quand, maintenant je le fais plus, mais quand j'allais voir des patients hospitalisés en gérontopsychiatrie, bien, autant que possible, essayer de stabiliser l'état psychiatrique des patients avant de passer à l'étape de l'évaluation au plan cognitif parce que ça vient énormément influencer le résultat. Puis ensuite, le moment aussi le moment auquel vous allez administrer votre outil peut faire en sorte que le résultat va complètement changer. Un autre exemple classique de la psychiatrie, les patients, quand je leur demande, ouais, mais quand est-ce que vous êtes plus en forme? Là? Parce que moi, je vais vous faire travailler fort, là. Je vais vous passer toutes sortes d'outils, je vais vous demander de vous concentrer. Oh, en après-midi. Parce que le matin, s'ils prennent tout un cocktail de médicaments, ben le matin, ils se réveillent, puis disons que l'inertie là, est encore là assez longtemps, les premières heures du matin, ils ne sont pas encore complètement réveillés, ben les résultats ne seront pas les mêmes, ils vont se sentir plus en forme et ce qu'on veut quand on administre un outil, que ce soit de l'évaluation plus poussée ou que ce soit seulement au niveau du dépistage, on veut attraper la personne à son meilleur parce que tout le reste fait en sorte que le score va être moins bon, mais c'est juste parce qu'elle est fatiguée, parce que c'est pas le meilleur moment pour son niveau de concentration, etc. Même chose, si vous êtes en train vous faites votre rendez-vous, vous avez parlé pendant 1 heure, ah tiens, il me reste un petit 10 minutes, on va administrer le MoCA ou le mini-mental, bien, si la personne est stressée, si la personne est fatiguée, vous faites ça vite, vite, vite sur le coin du bureau, c'est peut-être pas le meilleur moment, puis peut-être que votre résultat va pas être le reflet valide des réelles capacités au plan cognitif de vos patients. Juste de toujours tenir ça en compte quand vous administrez. On a presque fini, ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Donc, avenir et perspective. Bien sûr que le dépistage cognitif, ça reste un incontournable. Hein? C'est essentiel, c'est important. On le sait que c'est irréaliste, puis c'est même pas nécessaire de s'en aller vers des évaluations complètes de façon systématique parce que, comme je disais précédemment, souvent on a réponse à nos questions juste après l'étape du dépistage et c'est parfait comme ça. Par contre, une évaluation devrait être privilégiée, une évaluation cognitive complète, quand il y a plein de circonstances que j'ai mis en évidence tout au long de notre présentation d'aujourd'hui. Hein, il faut garder en tête de faire attention à tous les pièges qui sont associés à la situation du dépistage et de savoir quand est-ce que c'est opportun de justement envoyer vos patients vers une évaluation un petit peu plus poussée. Ensuite, il y a des très longs, des très courts outils de dépistage qui émergent de plus en plus, qui se développent. Encore là, soyons prudents parce que trop court, c'est peut-être pas bon parce que, comme je vous disais, des fois, on va conclure trop vite. Hein? On se trompe une fois, puis on conclut qu'il y a un trouble de, mais plus notre outil est court, plus on risque d'être trop sévère. Puis trop long, ben là, c'est qu'on sort de notre mandat. Puis ça, ben, on en voit des outils émerger, là, puis on se demande
nous, entre autres, les neuropsychologues, est-ce qu'on est encore dans le dépistage ou est-ce qu'on n'est pas dans une mini-évaluation? On n'est plus dans du 15-20 minutes, on est rendu dans du 45 minutes. Ben là, c'est peut-être plus proportionnel au mandat en conformité, encore une fois, avec le champ d'exercice de chacun des professionnels. Hein, parce que si c'est un neuropsy qui décide d'utiliser un outil de dépistage, moi, j'en ai des outils que je considère du dépistage qui prennent 45 minutes, mais moi, je le fais parler plus parce que j'ai les compétences et j'ai les connaissances qui me permettent d'en tenir compte, alors que pour d'autres professionnels, il faudrait faire attention, puis il faut toujours se demander, est-ce que je suis vraiment en situation de dépistage ou est-ce que je suis pas en train d'évaluer le fonctionnement cognitif? Hein, il faut garder ça en tête. Ensuite, je vais terminer en vous disant que le plus important à retenir, c'est vraiment que le dépistage, il est cliniquement utile que si il est effectué par des professionnels qui sont sensibilisés. Puis là, je vous ai dit sensibilisés à toutes sortes de choses. Puis ensuite, ben, que le dépistage, il ne permet pas de conclure à un diagnostic précis, ni à la présence ou à l'absence d'une atteinte cognitive précise. Il permet juste de dire si oui ou non, on a l'impression que la personne a des troubles cognitifs et c'est tout. Voilà, je vous remercie de votre attention.